Cependant, il existe dans le nord du Cambodge un temple dont l'histoire pourrait détruire l'argumentation juridique de Sotheby's. Nous voici à Banteay Sray. Tess Davis nous montre les lieux. Celle qui se bat aux côtés de l'État cambodgien afin d'obtenir la restitution des trésors khmers volés a fait de Banteay Sray un élément essentiel de son argumentation. Voilà une centaine d'années, ce lieu fut le théâtre d'un vol qui en son temps a défrayé la chronique. En 1923, le Français André Malraux, sa femme et son meilleur ami sont venus jusqu'à ce temple et se sont emparés de plusieurs chefs-d'œuvre qu'ils envisageaient de vendre sur le marché de l'art. Par chance, ils se sont fait arrêter au Cambodge et le gouvernement français a pu récupérer ces pièces. Pour l'écrivain alors âgé de 25 ans et sa femme Clara, le Cambodge est un véritable terrain de jeu. Comme beaucoup d'Européens, ils sont fascinés par la colonie exotique du sud-est asiatique et conscients de la valeur de ses trésors. Dans cette interview de 1981, Clara Malraux, d'origine allemande, évoque son grand amour. À l'époque, Malraux voulait se refaire après avoir perdu toute la fortune de sa femme dans un placement boursier. Da hat mir sein Plan gesagt, der schien mir ganz und gar verrückt. Aber ich habe gedacht, wenn er Lust hat, wir wollen uns fahren. Und wir gehen dahin, wo Finn ein Tempel, der noch nicht entdeckt ist. Wir nehmen ein paar von den, wie heißt man das, die Statuen? Von den Statuen. Und wir verkaufen sie in Amerika. Ich fand das gefährlich, aber nicht uninteressant. Und auch nicht, wenn Sie es von heute, aus der heutigen Sicht ansehen, nicht ganz korrekt den Ländern gegenüber, dass man dort Kunstwerke wegnimmt, die diesen Ländern gehören. Die hätte man wahrscheinlich nie entdeckt oder zu spät, da wäre überhaupt nichts mehr übrig geblieben. Den Tempel, wo wir hingegangen sind, der war in der Mitte der Dschungel. Des Urwalds. Ja, des Urwalds. Aussitôt arrivé à Phnom Penh avec les bas-reliefs volés, Malraux se fait arrêter. Il est placé en résidence surveillée dans cette maison. Condamné à une peine de 3 ans de prison, il fait appel et bénéficie du sursis. En réalité, cet événement n'a jamais entaché la réputation de l'écrivain. L'ancien pilleur de temples deviendra d'ailleurs le premier ministre français de la culture sous le général de Gaulle. Le dossier du tribunal concernant l'affaire Malraux est conservé aux archives nationales cambodgiennes. En son temps, l'intellectuel français avait argumenté de la même manière que Sotheby's aujourd'hui. Pour lui, les statues du temple n'appartenaient à personne, ce n'était donc pas du vol. Mais à l'époque déjà, cet argumentaire farfelu n'avait pas convaincu les juges. Alors pourquoi les avocats de Sotheby's le reprennent-ils aujourd'hui ? Je pense que si Sotheby's se démène autant, c'est en désespoir de cause. Parce qu'ils réalisent que l'époque où ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient est en train de s'achever. Dans le cas des 9 statues monumentales de Korker, par exemple, on voit bien que les personnages ont été arrachés de leur socle et coupés en morceaux avant d'être expédiés pièce par pièce en Thaïlande, puis aux États-Unis. Ils ont été démantelés comme tant de familles l'ont été pendant la guerre, puis éparpillés dans le monde entier. Personnellement, je trouve essentiel que ces pièces soient à nouveau réunies maintenant que la guerre est finie et que le Cambodge se redresse et s'engage sur la voie d'un avenir meilleur. Ça dépasse largement le cadre de l'art. Pour nous, c'est une occasion de réparer l'un des nombreux préjudices infligés au Cambodge à cette époque. Et je ne comprends pas comment on pourrait refuser d'y contribuer. Février 2009. Une foule compacte se presse devant la nef du Grand Palais. Le public est venu en nombre pour admirer les trésors de la collection d'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, l'une des plus prestigieuses au monde. Dans quelques jours, ces joyaux seront vendus aux enchères chez Christie's. Des dizaines de chefs-d'œuvre s'apprêtent à être dispersés. Parmi eux,
2 têtes de bronze du XVIIIe siècle, un rat et un lapin, qui ont longtemps orné le palais impérial à Pékin. Leur mise en vente provoque un tollé en Chine. Ces deux objets, c'est d'origine d'un vol, d'un braquage. Un braquage. Le propriétaire ne voit pas les choses de la même façon. Ces têtes chinoises qui viennent du palais d'été, je les ai achetées chez un grand marchand chez lequel Flandre et moi nous avions l'habitude très fréquente d'aller et d'acheter. Sauf que ces 2 têtes proviennent d'un vol qui remonte au XIXe siècle. C'était en 1860, lors de la Seconde Guerre de l'Opium, quand les troupes franco-britanniques ont pillé la cité interdite et saccagé le palais d'été. Aujourd'hui encore, ce pillage reste pour les Chinois un traumatisme profond. Au-delà de leur valeur esthétique, les têtes de bronze sont considérées comme des biens patrimoniaux, dont la valeur est inestimable pour le peuple chinois. Pierre Berger doit donc les restituer. Je me souviens que je n'avais aucune raison, pas du tout, de faire un cadeau à l'État chinois. Vous savez, j'ai dit, et c'était la vérité, j'ai dit que les Chinois s'engagent à respecter les droits de l'homme et je leur offre les têtes. Et je l'aurais fait. Mais je ne prenais pas beaucoup de risques. Je connais les Chinois.